Bonjour Claude Ruffat, vous êtes un entrepreneur militant, pionnier de l'agriculture biologique. Vous avez été président de Biocoop de 2004 à 2019. Aujourd'hui, c'est votre premier mandat de député européen. Quelle fut votre réaction en arrivant au Parlement? Euh, alors, c'est vrai que j'ai été pendant une période sans savoir si j'allais être élu ou pas. Je dis ça parce que mon arrivée en tant qu'élu a été assez brutale pour moi, parce que l'attitude des Britanniques par rapport au Brexit a été tellement oscillante et incertaine que moi, je m'étais fait la conviction qu'en fait, il ne sortirait pas, donc je ne serais pas élu, en fait. Donc, quand c'est arrivé, ça a été assez rapide et brutal, en fait. Mon arrivée, c'est la découverte d'un monde qui est quand même euh, très différent de ce que j'ai pu connaître par le passé, hein. Moi, je ne suis pas un homme politique, je suis plutôt un entrepreneur militant. C'est-à-dire que voilà, je dirigeais des entreprises, y compris de taille ETI, donc c'est le métier d'entrepreneur, c'est déjà une chose. Entrepreneur militant, c'est-à-dire avec un cadre de valeur assez fort, assez engagé pour embarquer dans l'activité que je conduisais à ce moment-là, une vision de société. Quand on arrive dans le monde politique, les choses sont tellement différentes, le rapport au temps est tellement différent, et la découverte d'une unité comme le Parlement européen, qui est quand même assez vaste, assez complexe dans son mode de fonctionnement. Au début, on est tout petit là-dedans, et ça prend du temps de comprendre comment ça fonctionne, et de comprendre comment, petit 1, la politique pour moi que je découvre, hein, en même temps, et petit 2, dans ce complexe européen où la façon d'interagir est très différente de ce qu'on connaît dans la culture française. C'est assez déroutant, mais en même temps, c'est assez intéressant, et on se prend au jeu d'avancer dans ce réseau complexe, et dans cette complexité européenne, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes, on l'a dit, un pionnier de l'agriculture biologique. Vous êtes membre de la commission agriculture. Pourriez-vous nous décrire cette commission, le fonctionnement, en plus en cette période de non-réforme ou réforme de la PAC? Alors déjà, c'est pas la plus grosse commission du Parlement, hein, puisque par ailleurs, je suis membre aussi de la commission économique, qui est au moins 2 fois plus importante en nombre de personnes que la commission agriculture, et puis la commission IMCO aussi, qui est une commission assez importante aussi. La commission agriculture, elle est, je sais pas comment la décrire, sur le plan politique, elle est très investie par la droite et l'extrême droite, et donc par un immobilisme politique et une volonté de non-changement assez impressionnante. Ça, c'est un premier élément. Alors, c'est vrai que dans cette phase découverte de première année, j'ai eu la chance d'avoir à travailler l'orientation de la PAC, parce que c'était le moment de dessiner les contours du futur projet de la PAC, qui sera mis en œuvre entre 2023 et 2030. Moi, j'ai été assez impressionné par le manque de prise en compte des membres, d'une grande partie des membres de cette commission, sur l'urgence climatique, et du fait que l'agriculture et l'alimentation représentent un tiers des émissions de CO2 sur la planète. À un moment où le GIEC nous dit la décennie qui vient, c'est celle où on est capable de prendre un virage et de changer vraiment les choses pour limiter le réchauffement, et en tout cas pas trop dépasser les 1,5 degré. Et là, ça a été une bagarre, une bataille pour maintenir les choses comme elles étaient sur la décennie précédente. Et au mois d'octobre, on a voté le fait de poursuivre comme la décennie précédente, voire pire, puisque a été prise la décision de rendre aux États la gestion d'une partie des budgets de la PAC, c'est-à-dire que ce n'est plus que l'Europe qui gère le budget, mais qu'on a redonné aux États une partie de cette gestion. Et concrètement, ça veut dire que chaque État va gérer différemment en fonction de ses priorités à lui, ce qui veut dire que concrètement,
on remet en concurrence sur le marché intérieur, ce qui n'était plus le cas depuis des décennies, on remet en concurrence les agriculteurs européens les uns par rapport aux autres, puisque les aides vont être différentes, donc leur situation économique va être différente, le prix des produits sortis de ferme le coût des produits sortis de ferme vont être différents. Donc on se retrouve dans une situation qui avait été à la bonne heure lissée sur le marché intérieur, puisque l'agriculture c'est une compétence européenne à 100%, et là on est en train de reculer là-dessus. Moi, je suis assez impressionné dans le mauvais sens de cette situation. J'ai vraiment du mal à comprendre comment on en arrive là en 2021 avec le contexte et les enjeux qui nous environnent et ce qu'on nous fait observer côté scientifique. Donc, c'est une commission moi qui me fait peur par rapport au rôle qu'elle devrait tenir, par rapport au levier qu'elle a entre les mains. Je répète, un tiers des émissions de CO2 et la façon et son attitude par rapport au fait de ne rien changer, de ne rien vouloir changer. C'est assez impressionnant et je me demande comment ces membres-là vont expliquer aux générations à venir, mais très prochainement, je parle des 4-5 ans qui viennent, leur attitude là maintenant en 2021, quoi. Et vous êtes aussi un militant de l'économie sociale et solidaire, vous êtes membre de la commission Econ. Pourriez-vous nous décrire cette commission et plus particulièrement nous partager les motivations et les grandes lignes du rapport que vous avez écrit sur la création d'un système fiscal européen et durable? J'invite d'ailleurs les gens qui écoutent ce podcast à le lire. Il est en ligne sur le site du Parlement, qui a été rejeté par la Commission et qui tentait de mettre en place des pistes pour une fiscalité plus juste à l'aune des enjeux de l'époque et du climat en particulier. Oui, volontiers. Alors, première observation, la commission Econ et Économie est une grosse commission. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'enjeux. Et là, mon regard, c'est que les pays européens ont des visions assez différentes de l'économie à venir. Alors, les différences, je ne sais pas si c'est sur le constat sur des enjeux, mais surtout sur la façon d'y parvenir. Il y a des… je ne sais pas, mais les gens l'ont vu et l'ont entendu avec quand le plan de relance a été abordé, voté sur quels moyens on met pour relancer l'économie après la crise de Covid, qui est une crise sans précédent. On est face à une situation où on a un budget à gérer dans l'urgence pour maintenir une économie pendant la période léthargique de 1 an et demi qu'on a traversé, c'est-à-dire que les gens ne sont plus au travail, ils restent à la maison, le virus arrête tout, et pendant ce temps-là, les entreprises ont des charges à payer, etc. Donc, les États se sont mis d'accord pour dire on ne laisse pas tomber les entreprises et il faut maintenir les entreprises en état de vie pour qu'au moment de la reprise de la vie des humains, l'économie pour que l'économie puisse reprendre et qu'on puisse redémarrer. Pour moi, quand on est face à une situation comme ça, ça nous remet en situation de comment on a relancé l'économie après les guerres énormes qui ont secoué l'Europe il y a 70 ans. Et il y avait des mesures importantes qui avaient été prises à ce moment-là, très importantes, notamment sur les sources de financement. C'est-à-dire qu'on n'avait pas hésité à complètement revisiter la fiscalité. Je donne juste un exemple. L'impôt sur les sociétés des entreprises avait été mis à hauteur de 50%. Maintenant, on est dans une situation où on n'est plus capable de prendre les décisions qui s'imposent pour assurer la vie financière de l'économie européenne pour la décennie qui vient, parce que on a fait un endettement extrêmement important et on aborde trop peu, à mon goût, comment on va trouver les moyens financiers de
de résorber cet endettement sans le léguer aux générations futures. On ne peut quand même pas imaginer qu'en 2100, on n'aura pas épongé cet endettement qu'on a mis en place maintenant. Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'il y a un manque de vivacité, de vision, de volonté de faire fonctionner une économie avec les moyens dont on dispose aujourd'hui. Pour moi, l'économie européenne, même mondiale d'ailleurs, mais restons à l'échelon européen, n'a jamais produit autant de richesses que durant ces décennies qu'on est en train de traverser. Et on les laisse s'accumuler dans une privatisation absolument gigantesque et on ne prend pas les moyens de prendre une partie de ces ressources pour financer tout ce qu'on a à financer, et notamment en période de crise. Donc voilà, ça c'est déjà une observation générale, et les États ont du mal à s'entendre là-dessus. Les pays du nord de l'Europe, dits les frugaux, qui se font passer pour des bons gestionnaires, sont les pires en la matière. Et du coup, l'Europe a du mal à sortir quelque chose de cohérent et d'engagé et d'ambitieux. Bon. Alors, on fait avec une ambition moyenne, voire faible, et on essaye de trouver des pistes pour avancer. Alors, c'est vrai que j'ai eu la responsabilité d'un rapport sur une ligne, enfin, on appelait ça la fiscalité verte, plutôt une innovation dans la fiscalité des pays européens pour revisiter un petit peu la situation des ressources, justement. Concrètement, aujourd'hui, la fiscalité est principalement posée sur la manufacture, la production de produits, et sur les revenus, les salaires, etc. C'est les principales sources de taxation d'impôts, etc. Et ça, c'est une chose qui a été mise en place il y a déjà un siècle et demi, au moment où ce modèle d'économie était en train de se mettre en place et d'évoluer, de prendre de l'ampleur et de l'importance. Et c'était assez cohérent. Mais là, maintenant, depuis 2 décennies et plus, une nouvelle économie s'est mise en place. Le numérique a fait irruption dans le monde. Les GAFAM sont aujourd'hui des entreprises qui génèrent des ressources financières absolument pharaoniques, et elles ne sont pas dans le champ de la fiscalité, c'est-à-dire qu'elles payent très très peu d'impôts. Donc l'idée du rapport, c'était de faire glisser la taxation actuellement très axée sur le monde du travail et de l'entreprise vers une taxation qui va plus aller vers taxer la pollution, on va le dire comme ça pour le dire couramment, c'est-à-dire tout ce qui est économie carbonée, dite autrement économie brune, pour l'influencer et évoluer vers une transition écologique, donc organiser sa propre mutation vers des pratiques plus écologiques, plus vertes et plus climat compatibles, d'une part, et puis aussi taxer les multinationales qui, avec le temps, se sont organisées au bénéfice de possibilités de paradis fiscaux, se sont organisées pour payer le moins d'impôts possible, où que ce soit sur la planète, et particulièrement en Europe, et va faire en sorte qu'elles payent juste leur dû, puisque je rappelle pour mémoire que les entreprises françaises payent aujourd'hui 28,5% d'impôts sur les sociétés, 28,5% de leurs résultats, et qu'en moyenne, les multinationales payent 4% de leurs résultats. Donc c'est profondément injuste pour les PME sur les territoires, c'est profondément injuste pour les entrepreneurs de cette taille-là, et je voudrais juste redire aussi au passage que les PME, ça veut dire petites et moyennes entreprises, sur les territoires en Europe, représentent 80% de l'emploi en Europe. Donc, ce sont des entrepreneurs qui sont le maillage, par essence, le maillage territorial de l'économie et de la vie économique. Eux payent une part qui a été évaluée à ce taux-là et dont acte pour ça, mais les grandes entreprises et les multinationales passent à travers la fiscalité, s'organisent pour ne pas payer d'impôts et du coup viennent poser une concurrence très déloyale par rapport aux PME sur les territoires
et qui sont attachés à leur territoire et qui font vivre leur territoire. Donc, il faut mettre fin à cette injustice fiscale pour passer à autre chose et pour trouver les ressources dont on a besoin aujourd'hui, notamment pour financer un plan de relance sortie de crise. C'est une situation particulière de sortie de crise, mais tout simplement pour financer la vie des humains partout en Europe, pour que chacun puisse vivre normalement. Et quand je dis ça, je pense à avoir des écoles, à avoir des routes, à avoir une santé, à avoir, etc., où que ce soit, et accessible à tout le monde, ce qui est la moindre des choses pour les humains. Donc, c'était ça l'essence et l'esprit de ce rapport. Et ben, c'est vrai que j'ai, dans les négociations avec les autres groupes politiques, eu à lutter, particulièrement contre la droite et les extrêmes droites, à lutter face à un immobilisme et à un refus catégorique de changement, mais vraiment acharné, quoi, acharné. On ne veut pas entendre parler de ce rapport, on ne veut pas entendre parler de justice fiscale. C'est des mots que j'ai dû enlever de mon rapport. Hein. Justice fiscale, ils ne veulent pas en entendre parler. C'est choquant, mais vous avez tous autour de vous, dans vos pays, et autour de vous, groupes politiques, des entrepreneurs qui ne demandent qu'une chose, c'est que tout le monde soit traité de la même manière sur le plan de la fiscalité. C'est logique. Eh bien non. Et là-dedans, évidemment, les pays qui portent des paradis fiscaux en première ligne, hein, l'Irlande, Luxembourg, la Hollande, l'Autriche, etc., sont évidemment acharnés à maintenir la situation qui est la leur aujourd'hui, puisque le Luxembourg, 60% du PIB du Luxembourg, c'est les paradis fiscaux. Hein. Donc, c'est l'injustice fiscale européenne et mondiale d'ailleurs. Donc, ça ne peut pas tenir ça. Enfin, pour moi, ce n'est pas l'organisation d'une Union européenne qui va dans le bon sens quand on en est dans ces situations-là. Donc voilà, la commission économie et la sous-commission fiscalité, hein, parce que c'est un sujet qui est suffisamment important pour avoir créé un paquet particulier sur le sujet de la fiscalité. Donc il y a une commission fisc qui traite ça. Et voilà un peu la situation mi-2021 sur le sujet. Et moi, j'aspire vraiment à ce que cet état d'esprit change et évolue et qu'on puisse avancer plus vite sur la remise à niveau d'un système et d'une fiscalité qui soit beaucoup plus harmonieuse et qui soit, à la hauteur des ambitions que politiquement on doit porter pour construire une économie et un mode de vie des Européens pour les années qui viennent. Et ça, pour moi, non, il y a urgence là-dessus. On ne peut pas rester dans la situation où on fait des dettes et puis on verra comment on les remboursera. En tout cas, au moment où on les fait, on ne sait pas comment on va les rembourser. Ce n'est pas très tenable, quoi. Et vous êtes aussi membre de la commission IMCO. Pourriez-vous nous décrire cette commission et vos actions pour un modèle de commerce plus équitable ? La commission, donc c'est marché intérieur, protection des consommateurs, IMCO. Moi, ce que j'ai eu, alors, c'est une commission qui a été particulièrement concernée sur les questions de l'économie numérique, etc. cette année. Hein. C'est évidemment le grand sujet en ce moment et c'est les gros dossiers de cette commission pour 2021. Mais à côté de ça, il y a quand même tout un tas de dossiers qui concernent le quotidien des consommateurs. Moi, j'ai eu à traiter, par exemple, le dossier matériaux de construction. Et là, le but, c'était d'harmoniser les normes des matériaux de construction en Europe. Alors, ça peut paraître assez surprenant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des briques qui sont fabriquées en Allemagne ou qui sont fabriquées en Roumanie n'ont pas du tout la même mode de fabrication, donc ne requièrent pas n'ont pas les mêmes caractéristiques techniques les unes par rapport aux autres. Donc dire que dans la fabrication de la construction des bâtiments, etc., eh ben, on est dans des situations qui sont différentes. Et donc, on peut avoir des distorsions de prix assez différentes, mais à la fin, des qualités de construction qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et on est en Europe. Donc, l'idée, c'était que on normalise au sein de l'Union européenne la qualité des différents matériaux de construction, de manière à ce qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence à un moment où on voit tous des entreprises de tous les pays aller travailler dans d'autres pays, etc.
et qu'on ne soit pas sur du dumping de coûts, mais avec une qualité qui ne correspond à la limite plus aux normes de sécurité minimum nécessaires. Donc, la mise à plat de cette situation pour aller vers une normalisation des matériaux de construction. Ça, c'est très concret pour tous les consommateurs européens pour leur quotidien. C'est une commission qui va travailler sur l'étiquetage des produits alimentaires. C'est une commission qui va travailler sur des sujets qui sont très pratico-pratiques pour les consommateurs et pour les citoyens, les citoyennes du territoire européen. Et qui impacte directement la vie des Européens. Et qui impacte, c'est ça, c'est qui impacte directement la vie des Européens dans leur quotidien, dans leur mode de vie, dans leur mode de consommation. On entend pas une chose que les gens entendent parler régulièrement à Noël, c'est toutes les normes sur les jouets pour les enfants, la qualité des jouets, de façon qu'ils ne soient pas ni dangereux ni toxiques, etc. sont des éléments qui sont importants. C'est cette commission-là qui travaille ces sujets-là à longueur d'année. Et vous avez une particularité, c'est qu'en tant qu'entrepreneur militant, vous avez été président de Biocop pendant 19 ans, je crois. Vous avez donc géré une entreprise qui a beaucoup d'employés, qui génère plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Et donc, vous étiez au quotidien, j'imagine, impacté par ces normes et par ces décisions dans votre quotidien. Donc, comment ça fait d'être celui qui est au contact du terrain et qui subit ou positivement ou négativement la norme ou son absence, et celui qui la rédige derrière? Oui, c'est vrai que j'ai été une quinzaine d'années à la présidence du réseau Biocop en France. La norme, ça a été un atout et une force énorme en agriculture biologique. Le fait qu'elle soit la même, puisque le cahier des charges, il est européen, donc tous les États européens sont sous le même cahier des charges qui cadre les modes de production en agriculture biologique en Europe. C'est une force gigantesque et c'est ça qui a fait, et c'est grâce à ça que l'agriculture biologique a pu se développer comme elle s'est développée en maintenant son niveau qualitatif, c'est-à-dire niveau de produits 100% bio, en réduisant au fur et à mesure des années toutes les dérogations que le cahier des charges a, parce que quand on démarre la bio en 1990, on a un certain nombre d'éléments qui sont possibles en bio parce qu'ils existent, etc. Puis il y a des choses qui n'existent pas encore. Donc il y a des dérogations. Et puis au fur et à mesure que les nouveaux produits, les semences, etc. existent en bio, il n'y a plus de dérogations. Et le cahier des charges a pratiquement éliminé toutes les dérogations 20 ans plus tard. Et ça, c'est parce qu'il y a une harmonisation européenne, parce qu'il y a un cahier des charges qui est fort, parce qu'il y a des acteurs sur le terrain qui tiennent à valoriser ce cahier des charges et qui tiennent à continuer à le voir progresser. Et alors ça, c'est un élément extrêmement important. Vous disiez, pour Biocop en France, le chiffre d'affaires, c'est un peu plus, c'est 1,5 milliard d'euros aujourd'hui, mais en France, le chiffre d'affaires de la bio, il est passé quand j'ai commencé moi, on était à peine plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires bio en France, et on est à 13 milliards ou 14 milliards aujourd'hui. Et si ce développement peut se faire, c'est parce qu'il y a un cahier des charges européen qui est suffisamment solide et qui fait que les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Donc à ce niveau-là, c'est très protecteur, mais en même temps, ça fait progresser toute une économie et ça rassure des consommateurs qui sont prêts à consommer bio en payant plus cher leur alimentation, parce que ça coûte un peu plus cher de consommer en bio, évidemment, mais d'avoir la certitude et la rassurance et la sécurité que c'est réel, sincère, sérieux et qu'il n'y a pas de doute à avoir sur la qualité de ces produits ou qu'ils soient faits en Europe. Donc, c'est un élément qui est important. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur militant, j'ai bénéficié de cette force-là pour pouvoir développer ce qu'on a voulu développer. Alors après, on y a mis d'autres éléments d'engagement sur la durée, de commerce, d'équité entre les acteurs avec le commerce équitable, et puis un modèle économique qui ne vise pas que le profit de l'entrepreneur, mais qui est orienté dans l'économie dite sociale et solidaire, c'est-à-dire qui va beaucoup plus loin en termes de responsabilité sociétale dans les choses qu'on porte, qu'on fait,
et la façon de produire dans les entreprises et pour les consommateurs. Bon, ça c'est un premier élément. Mais j'ai oublié la deuxième partie de votre question, du coup. Pardon, la question, c'est le fait d'être dans cette situation un peu unique et qui est quand même très riche, d'avoir été celui qui subissait la norme et d'être aujourd'hui celui qui l'écrit. Ce qui vous donne une singularité en tant que parlementaire aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est le sens même de ma démarche de passer de l'autre côté de la barrière, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est-à-dire de passer du champ d'entrepreneur à celui d'homme politique. C'est-à-dire, pourquoi faire ce choix? Précisément pour aller tirer les leviers du législateur pour faire évoluer les choses qui, pour moi, n'évoluaient pas assez vite ou agir sur les éléments dont on a besoin quand on est entrepreneur et pour lesquels les hommes et les femmes politiques ne nous aident pas, parce que j'ai été souvent confronté à ça. Et c'est le sens de la démarche et de mon engagement dans la vie politique de maintenant, en fait. Alors, c'est vrai que de se retrouver comme législateur, c'est intéressant c'est intéressant, c'est important, et là-dessus, je suis complètement dans l'axe de ce que j'attendais et que je voulais faire. Alors, la découverte, c'est l'impressionnante organisation des freins qui sont en place pour permettre les évolutions attendues. Là, je l'ai vécu, alors pas en IMCO parce que j'ai encore pas eu de gros dossiers dans cette commission, mais je l'ai vécu avec la PAC. Moi, je pensais que cette PAC à venir, on allait pouvoir faire quelque chose de quand même très différent et d'aller vers des aides qui allaient beaucoup plus soutenir un modèle d'agriculture qu'on appelle agriculture paysanne, c'est-à-dire pas de l'agriculture industrielle, l'agriculture familiale avec un engagement qualitatif sur les modes de production, pour le bien-être animal, pour le respect des ressources, pour respecter la qualité de l'eau, la qualité de l'air, moins la polluer, etc. Je pensais vraiment qu'on allait vers une PAC qui soutienne la création d'emplois, de main-d'œuvre sur les territoires, mais pas encore là aussi industrielle. Vous savez, la main-d'œuvre en agriculture, on la fait venir par bus des pays où il y a des gens qui cherchent du boulot. On les paye en tant que travailleurs détachés, puis quand on a fini, on les renvoie. Non, c'est pas cet emploi-là qui nous intéresse, c'est l'emploi permanent, durable sur les territoires, vraiment tisser un réel tissu économique agricole, agroalimentaire, et pour satisfaire des consommateurs qui n'attendent que d'avoir des produits qui sont faits proches de chez eux, pour la traçabilité, pour la rassurance. On l'a bien vu, au moment de la pandémie, les gens se sont rués vers les produits de proximité, etc., parce que tout ce qui venait de loin était plutôt inquiétant, parce qu'on maîtrise mal comment c'est fait et la qualité. Donc, quand on est sur ce cheminement-là, moi, je portais des espoirs importants sur le fait qu'on allait passer un cap et qu'on allait faire franchir quelque chose d'important. Et ben non, en fait, on s'est retrouvé avec une grande majorité du Parlement qui est, je le rappelle, composée à plus de 75% de bords politiques de droite et plus, qui ont joué un immobilisme qui m'a beaucoup surpris et qui a même atteint des partis que je n'attendais pas là-dessus. Moi, je pensais que les sociodémocrates allaient être beaucoup plus porteurs d'avenir et de soutien par rapport à un changement de modèle, mais ça n'a même pas été le cas du tout. Voilà, c'est ça, c'est surprenant. Ça, c'est ma découverte en arrivant ici. C'est clair que je pensais que la réflexion était plus ouverte et que les sensibilités aux changements, aux évolutions, etc., allaient être plus sincères et plus franches. Du coup, je comprends mieux maintenant quand
en France, on parle d'Europe et qu'on dit c'est de la faute à l'Europe, etc., je comprends mieux comment on va dire, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais le fait que ces politiques-là ne disent pas en France ce qu'ils font à Bruxelles et ce qu'ils font avec l'Europe, quoi. Vraiment, ils ne le disent pas. Ils sont capables de faire l'inverse de ce qu'ils disent et en toute impunité de raconter des choses qui ne sont pas l'exactitude des actes qui sont posés ici. Et ça, c'est troublant. Moi, je m'attendais pas à ça, quoi, par rapport à cette situation. Donc ça, c'est une vraie découverte. Ça, c'est une vraie découverte. Du coup, la conclusion de ça, c'est que j'espère que dans les échéances électorales à venir, les citoyennes et les citoyens enverront aux commandes politiques des gens qui ont une vraie volonté de changement, mais avec une sincérité, pas dans une manipulation qui ne va pas dans le sens de l'intérêt général, de l'intérêt du plus grand nombre et de la recherche réelle et sincère d'une organisation de vie sociétale qui soit accessible et qui soit correcte pour tout le monde, quoi. Et là, on n'y est pas. Bon, enfin, moi, je pense que ça va poser des problèmes difficiles à l'avenir et les explosions de violence qui nous attendent sont vraiment à craindre parce qu'on creuse des fossés entre les catégories de population des fossés qui s'écartent de plus en plus. Il y a des milliardaires de plus en plus riches et il y a des milliards de pauvres de plus en plus pauvres et ça ne va pas pouvoir tenir, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment bizarre et de ne pas prendre ça en compte et de ne pas se responsabiliser plus que ça aujourd'hui. C'est surprenant. C'est surprenant. Et voilà. C'est un peu la culture du déni, ce que vous décrivez. La culture du déni. Ouais. Du déni fiscal, du déni social, du déni climatique. Oui, alors c'est vrai que ça fait 32 ans que les États du monde ont mis en place cette structure composée de scientifiques, qu'est le GIEC, à qui on a dit on vous demande de nous expliquer ce qui se passe et on vous finance pour ça. Et ça fait 32 ans qu'ils sortent un rapport tous les 5 ans qui nous explique ce qui se passe et que personne ni ne les regarde ni ne les écoute. C'est absolument incroyable. Enfin, ils ont encore l'année prochaine, le GIEC sort son rapport, là en 2022. Son rapport de tous les 5 ans. Ils ont donné quelques éléments il y a un mois ou deux, là, où en disant ils ont revu un petit peu la situation, notamment du réchauffement climatique et de la tenue des 1,5 degré, en disant de toute façon 1,5 degré, on ne les tiendra pas, ça c'est une certitude, et ce ne sera pas pour 2050, mais ça sera probablement beaucoup plus tôt. Bon, donc, si on dit ils disent que ça peut être 2035, 2040, et qu'en 2050, ça sera probablement 2 degrés si ce n'est pas plus, et que la pente qu'on a prise aujourd'hui n'est pas celle des 2 degrés, mais qu'on va les dépasser, et que les conséquences pour l'humanité sont, leur vocabulaire est quand même assez impressionnant, les conséquences pour l'humanité sont cataclysmiques. Ça n'a produit aucun effet sur les politiques en Europe. Moi, je n'ai rien vu. Ça n'a pas eu la moindre vibration de quoi que ce soit. Je ne sais pas, je ne sais même pas si on peut dire que c'est du déni, c'est pire que ça, quoi. On ne regarde pas, on ne veut pas écouter, on ne veut pas voir. On poursuit dans le modèle économique d'avant parce qu'il est confortable pour un certain nombre de gens, évidemment, mais pour nous emmener où et là où on va, c'est comme si ces gens-là pensent qu'eux, ils ne seront pas dans le bateau qui va dans le mur, quoi. Et ils seront dans un autre bateau. Mais il n'y a qu'une planète, quoi. Je ne vois pas comment on peut être dans un autre bateau. Et même si ces milliardaires achètent des propriétés en Suède et en Norvège en disant ça fait plus frais là-bas, on se réfugiera là-bas. Mais c'est d'une stupidité incroyable, quoi. Enfin, ils vont gagner 5 ans sur les autres, mais après, c'est vraiment, voilà. Enfin, il y a une partie de la population ici en Occident qui pense qu'il y a plusieurs bateaux planètes et qu'eux, ils auront un bateau différent de celui du plus grand nombre, quoi.
Voilà, c'est un concept assez surprenant, étonnant. Mais on en est là, quoi. On en est là. Et donc, du coup, on prend des décisions comme si on était sur un bateau qui va continuer de pouvoir gagner beaucoup d'argent et qui nous mettra à l'ombre quelque part. Mais bon, la planète, c'est la planète et il ne faut pas imaginer qu'on la mettra dans un frigo dans 30 ans parce qu'il fera trop chaud, quoi. C'est pas possible, ça. Enfin, je sais pas, c'est… Voilà, donc effectivement, c'est du déni, c'est plus que du déni pour moi. Et votre souhait pour votre deuxième partie de mandat, on entend vos cris d'alerte et votre effarement face au conservatisme. Un premier espoir, c'est que le système politique soit remis dans les mains des gens et que ces citoyennes et ces citoyens mettent vraiment au pouvoir des hommes et des femmes politiques de confiance qui agissent vraiment dans l'intérêt du plus grand nombre. Ça, c'est le premier élément. J'espère qu'il y aura cette prise de conscience et ce soubresaut qui fera ça. Ça, c'est un premier point. Après, ça n'empêche pas de travailler tous les jours et puis de continuer à faire progresser un certain nombre de choses. Moi, ici, au niveau européen, pour la deuxième partie du mandat, j'aimerais pouvoir faire émerger des sujets comme… alors déjà, continuer d'approfondir l'économie sociale et solidaire, parce que c'est tellement important de prolonger le travail sur une fiscalité juste, d'autre part, de faire émerger aussi des transactions et un modèle de commerce avec beaucoup plus d'équité que ce qu'on a aujourd'hui, et d'arriver à mettre en place les règles du commerce équitable qu'on connaît déjà sur la partie nord-sud, mais qu'on n'a pas en Europe, hein. Au sein de l'espace européen, il n'y a pas de système de commerce équitable d'établi. La France en a un qu'elle a mis en place avec la loi Hamon 2014, qui est en train de s'organiser, mais c'est le seul État pour l'instant. Et moi, je trouve intéressant d'arriver à faire émerger ça à l'échelon européen, pour changer, pour faire naître un autre mode de commerce et un autre modèle de commerce. Et je parle au sein de l'Europe, hein, parce que alors à l'échelon mondial, le commerce équitable nord-sud, c'est pour tous les acteurs qui sont volontaires de le porter et ils se développent. Mais le commerce mondial est bien loin de ces valeurs-là et les accords commerciaux qu'on passe entre pays, entre États, que l'Union européenne passe avec certaines parties du monde, comme on l'a fait avec le CETA, avec le Mercosur, avec la Chine, etc., sont des accords qui sont des accords, j'ai envie de dire, de dupes et de triche au niveau des critères climat qui sont complètement incohérents et qui n'ont aucun sens, qui n'ont absolument aucun sens. Enfin, quand on voit au niveau du Mercosur que on va importer des tonnages faramineux de viande de bœuf qui sont faites là-bas dans des conditions de bien-être animal absolument insupportables, qui sont faites avec des hormones, ce qui est interdit au niveau européen, dont les cultures qui alimentent ces élevages sont faites avec des engrais et des pesticides qui sont interdits en Europe. Et on achète ces produits-là, mais on se moque du monde, quoi. On se moque des consommateurs européens parce qu'on leur fait consommer de la viande aux hormones sans leur dire, mais on se moque aussi et surtout, quelque part, des paysans européens à qui on interdit des pratiques ici et qu'on importe en concurrence déloyale des produits qui utilisent des pratiques interdites ici. Comment on en est encore là? C'est quoi et pourquoi on fait ça? Enfin, c'est dans l'intérêt de qui? En tout cas, pas du bien-être du plus grand nombre, d'une part, pas dans la protection des ressources, pas dans la protection du climat. Donc, dans l'intérêt de quelques financiers, industriels, etc. Voilà. Mais ça ne va pas loin, quoi. C'est vraiment voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Et ces accords commerciaux, voilà, moi je pense que maintenant, il faut qu'on arrête ça et qu'on passe à quelque chose de fondamentalement différent pour organiser une économie et un commerce qui
qui remettent les valeurs de l'équité et les valeurs de climat vraiment sur le devant de la scène. Donc moi, c'est pour ça que je me lève tous les matins et que je continue d'y croire, parce que c'est pas parce que le paysage est un peu sombre qu'il faut arrêter de travailler et qu'il faut arrêter de chercher à construire les choses différemment, bien sûr. Bien sûr, l'avenir de l'humanité, et tant qu'on est vivant et debout, on doit se battre pour que cette justice puisse émerger et puisse polliniser l'ensemble des transactions économiques, commerciales, etc., pour que les choses se passent différemment. Il n'y a aucune raison qu'elles ne se passent pas différemment. C'est pas parce que l'économie financière a pris le pouvoir depuis 2 siècles sur cette planète qu'on ne peut pas renverser la table et passer à autre chose pour les siècles à venir. Merci pour ces petits mots d'espoir en fin de discussion et bravo pour votre activisme. Merci à vous pour cet entretien, et puis on pourra vous dire ce qui s'est passé dans 2 ans quand on aura fait la 2e partie du mandat.